Aujourd'hui, on est le 2 juillet. On dirait qu'il se passe rien. Mais en fait, j'ai la sensation bizarre que il se prépare quelque chose. Jamais autant sur Facebook j'ai vu de personnes dans mes contacts qui étaient tous en train, en même temps, de prédire l'arrivée de quelque chose. Certains parlent de point zéro, d'autres de grosses claques monumentales. Hier, il y avait des techniciens qui étaient en train d'installer la fibre juste au-dessus de chez moi. J'ai discuté un peu avec eux, ils m'ont parlé de l'arrivée très prochaine de la 5G, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi en milieu rural. Et hier, j'étais pas trop dans mon assiette parce que ici, là où j'habite, j'ai commencé à faire du potager, à m'investir dans des constructions aussi. Et je me dis à quoi bon en fait faire tout ça, puisque s'ils installent l'antenne 5G, en fait, ce sera juste à côté de chez moi. Et je resterai pas, quoi. Je vais pas rester à côté d'une antenne. Mais après, bon, il peut se passer tellement de choses entre-temps. Et c'est très déstabilisant de vivre, de supporter cet état de latence et en même temps d'une certaine attente. Et d'avoir en même temps quand même besoin de réaliser certaines choses. Parce que l'inertie ou l'apitoiement sur soi n'est pas non plus recommandable. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de réaliser certaines choses qui ont du sens pour moi, comme le fait de faire pousser des légumes, le fait aussi de rendre mon habitat joli, harmonieux. Alors, c'est un peu le sujet que j'avais envie d'aborder, en continuité aussi de la vidéo précédente que j'avais faite, sur l'errance. Bon. Ce qui est très déstabilisant quand on commence à se réveiller, c'est que en fait tous les systèmes de compensation qu'on utilisait dans le passé sautent et on se trouve déboussolé. Qu'est-ce que j'entends par système de compensation? Les habitudes, les projets, les projections, les passe-temps, les différents plaisirs comme aller au restaurant, aller au cinéma, faire du sport, entretenir des passions, entretenir différentes occupations. Toutes ces habitudes perdent de leur sens, perdent de leur intérêt, et on se retrouve sans béquille. Ce qui est très déstabilisant, c'est de perdre ses habitudes et de constater qu'autour de soi, les gens continuent dans leur train-train quotidien et ne voient pas que quelque chose est en train de se produire. Bon, j'ai plusieurs choses à dire, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Je vais reprendre rapidement ce que j'avais abordé la dernière fois sur la blessure originelle de base, à savoir le traumatisme originel, qui est le fait d'avoir été coupé de notre origine, le fait que notre âme se soit incarnée, et qu'au cours de cette incarnation, le voile de l'oubli, comme l'appellent certains,
se soit introduit et que l'on n'ait plus accès à notre origine. Cet oubli, cette coupure, génère donc dans l'âme la blessure de culpabilité, c'est-à-dire que l'âme se sent fautive, responsable de son oubli. Et toute notre vie, nous grandissons avec cette blessure. L'élément nouveau que je voudrais apporter, c'est que cette blessure, auquel on n'a pas accès vu qu'elle est située dans une boîte noire, va générer chez nous des phénomènes de compensation. C'est-à-dire que on va avoir besoin, pour supporter la souffrance, pour supporter cette culpabilité, de compenser avec toutes les activités possibles et inimaginables. La raison principale qui motive la plupart des gens à travailler et à se rendre esclaves d'un système, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent, enfin même si bien sûr c'est une raison quand même, on va dire, apparente qui motive, mais c'est plutôt le besoin de compenser cette blessure. Puisqu'on se sent coupable, on veut réparer cette culpabilité, on veut réparer cette erreur, cette faute. Donc on travaille beaucoup, des fois trop. On a aussi besoin de se faire plaisir, et parfois de manière outrancière. On entre dans une relation de dépendance avec les activités, les plaisirs, parce que l'ivresse ou le plaisir que procurent certaines activités devient obligatoire pour supporter quotidiennement cette souffrance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans une partie. C'est ce qui m'est arrivé, en fait, on va dire, à partir de ma crise d'adolescence, là où j'ai commencé en fait à remettre en question cette existence et à ne plus supporter les habitudes des uns des autres, le non-sens, l'absurdité de cette existence. Pourquoi vivre puisqu'on va mourir? Pourquoi continuer ce train-train alors que l'humanité elle-même va périr à un moment donné? C'est-à-dire que moi j'étais persuadée de ça. Et je ne croyais pas en la vie après la mort, je n'avais aucun espoir, donc je ne comprenais pas pourquoi continuer tout ça. C'était tellement insupportable à supporter que moi-même j'ai dû entrer dans un système de compensation, c'est-à-dire que je me suis apporté un sens à ma vie. J'avais subi un chagrin d'amour, donc la personne que j'aimais ne m'aimait pas. Donc pour compenser et supporter cette souffrance, je m'étais construit une fiction. Dans cette fiction, j'étais une artiste. Et je serais aimée pour ce que je fais, non pas ce que je suis, puisque ce que je suis ne pouvait pas être aimé, puisque la seule personne que j'aimais ne m'aimait pas. Donc, j'avais construit cette fiction où, par le biais de mes créations artistiques, on allait m'admirer pour ce que je faisais. Jusqu'à pousser à l'extrême ce système de compensation, je suis entrée dans une certaine forme d'aliénation, c'est-à-dire une dépendance à la compensation. Et l'aliénation, en fait, est présente absolument partout autour de nous, puisque les personnes ne remettent pas en question ce qui les lie à leurs activités diverses et variées. Pour eux, tout est normal. Demander à quelqu'un qui est en train de travailler « Pourquoi tu travailles ?» Bon, la plupart ne savent même pas répondre. Ils disent « Oui, je travaille pour gagner de l'argent. » D'accord. Mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Est-ce que tu peux me dire dans le fond des choses pourquoi tu travailles? Ah bah parce que j'ai toujours fait ça. Mais ça, c'est pas une réponse. On peut pas justifier quelque chose à l'instant présent par le fait qu'on l'a toujours fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu cours? Ah ben j'ai toujours couru. Non, non, tu ne m'expliques pas pourquoi tu cours. Parce qu'on ne se pose plus les questions, parce qu'on est endormi, on est hypnotisé par la répétition de mêmes actes. Ah, il y a mon chien qui va sortir.
Oxmo, Oxmo, non, non, arrête. Arrête, Oxmo. Oxmo. Le problème, c'est qu'il est un peu tôt et qu'il va réveiller tout le monde. Ah, bon, alors, la répétition. Et c'est déstabilisant de se réveiller, en fait, à l'absurdité de ça. C'est parce que, bah, du coup, on sait pas à quoi se raccrocher. On sait pas comment continuer sa vie. Surtout quand on pressent que quelque chose va se produire. C'est vraiment déstabilisant, et aussi le décalage qu'il peut y avoir avec la masse environnante qui, elle, continue de s'hypnotiser, qui récupère le conditionnement qui a été voulu par le confinement. Hier, j'étais au supermarché à Lidl. Bon, en fait, non, c'est pas moi qui étais, c'était mon copain, mais il m'a raconté que pour rentrer, maintenant, il y a un feu qui te dit si tu as le droit de rentrer, feu rouge, feu vert. Les gens obéissent, ils portent un masque. Personne ne se dit, mais est-ce qu'un masque peut protéger d'un virus? Enfin, bon, c'est absurde, mais ça, personne ne remet en question, c'est comme ça. Celui qui remet en question se fait passer pour un criminel. Les complotistes sont des criminels. Enfin bon, c'est pas évident. Quand on n'a plus non plus de système compensateur auquel se raccrocher, pour donner un faux sens, un pseudo-sens à la vie, pour s'injecter du plaisir, un peu comme une drogue, s'injecter sa dose quotidienne d'endorphine en faisant du sport, sa dose quotidienne de divertissement en regardant des séries, ou je ne sais quoi, en fait, d'autres activités qui nous procurent notre dose quotidienne de plaisir pour supporter le fait que cette existence est insupportable parce qu'on ne sait même pas d'où on vient, on souffre, on se sent coupable et on ne sait pas pourquoi on souffre. C'est vraiment compliqué. Bon. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette prison, dans cette matrice? Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? On pourrait aborder cette origine de plein de manières différentes. On pourrait partir dans des scénarios, dans la complexité. On pourrait partir dans les textes sacrés, dans l'ésotérique, dans la mystique. On pourrait partir très loin. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est intéressant pour nous? Est-ce qu'on a besoin de partir dans cette complexité? Je sais pas. Certaines personnes qui ont une certaine sensibilité, qui ont accès à certaines informations, pourront évoquer les manipulations génétiques dont on a été le produit. Et je parlerai peut-être de ça tout à l'heure, mais est-ce que ça nous concerne? Pour ma part, à l'heure actuelle, je dirais que ce qui nous concerne, c'est l'émergence de notre conscience. L'émergence de la conscience est un phénomène qui se produit individuellement et ne peut se produire qu'individuellement. Pour ceux qui suivent le travail de Bernard de Montréal, il parle de se déprogrammer de la race. Ça signifie en fait que pendant des millénaires, depuis notre origine, nous avons été gérés
collectivement, en tant que troupeau humain, en tant que race humaine. Tous les systèmes qui se sont mis en place permettaient une gestion collective de l'humanité. Quand on entend Jacques Attali, il parle de gouvernement mondial. Du point de vue de Jacques Attali, j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un qui est habité d'une mission et qui est persuadé de faire le bien et d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que lui. Simplement, il n'a pas toutes les clés en main, toutes les cartes en main. Il n'a pas conscience de ce qui est en jeu dans une certaine globalité. Donc il est victime de sa propre ignorance. Mais on ne peut pas lui jeter la pierre, même si on ne peut pas cautionner, enfin en ce qui me concerne, je ne peux pas cautionner ce qu'il annonce et ce qu'il pense. Mais il parle de gouvernement mondial pour justement permettre à une certaine élite une meilleure gestion du troupeau humain. Les religions ont permis au cours des âges de gérer le troupeau humain collectivement. Le problème actuellement, c'est que nous sommes, pour cette élite, trop nombreux, nous devenons trop nombreux. Et la gestion devient compliquée. Surtout que il y a de plus en plus l'émergence d'individualités, c'est-à-dire de personnes qui s'extraient de la masse, qui s'extraient de l'inconscient collectif et qui développent leur propre conscience. Et ça devient une véritable menace pour les gestionnaires du troupeau. Si vous étiez un fermier et que vous aviez un troupeau à gérer, ça vous embêterait d'avoir des brebis qui sortent du troupeau et qui vont se balader un peu où elles veulent. En fait, ça se comprend. Tout ce qui est communauté, tout ce qui est secte, ça a pour objectif d'agglutiner les consciences entre elles autour d'une conscience collective. Pour que ces communautés, ces sectes, soient elles-mêmes chapeautées par des entités ou des êtres qui, en prenant le contrôle de ce groupe, pourront les utiliser à leurs propres desseins, pour leurs propres intérêts. Je suis désolée parce que ça fait un peu sérieux tout ce que je dis et je suis concentrée à essayer de faire un déroulé et du coup c'est pas rigolo. Et en fait j'aime pas prendre ce ton cérémonial parce que c'est pas... Et ce côté tendu, rigide, j'aime pas ça parce que ça me correspond pas, mais en fait j'en chie, en fait je galère à essayer d'expliquer ce que j'explique. Du coup je suis concentrée. Et il n'y a pas à mettre de dimension dramatique à tout ça parce que faut pas oublier qu'on est dans une pièce de théâtre et du coup si je prends un air trop dramatique, j'oublie que c'est pas réel ou je donne une dimension trop réelle à ce qui ne l'est pas. Mais en même temps c'est quand même important de le dire. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette inconscience et dans ce plan, dans cet état bisounours où s'hypnotiser à la pensée positive, tout va bien aller, non mais les plans de la lumière sont là pour nous faire évoluer. Enfin, non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. L'émergence de la conscience à l'échelle individuelle, c'est un processus qui se produit dans la souffrance en fait, qui s'arrache, que l'individu va arracher. Il n'y a que les chocs, les secousses qui permettent l'émergence de cette conscience. Ça se fait pas dans l'hypnose, ça se fait pas dans le bien-être, ça se fait pas vraiment dans la douceur. Et tous ceux qui veulent nous faire croire que tout va bien aller, en général, c'est les pires hypnotiseurs et les pires endormeurs qui vont justement créer une fausse lumière pour que des consciences viennent s'agglutiner autour d'elles et ensuite que ces consciences soient chapeautées par une entité. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui se passe, c'est terrible. C'est pour ça que à l'heure actuelle, moi je vis cette frustration parce que j'aimerais réaliser des choses concrètement dans cette matière, mais je peux pas parce que tant qu'on sera sous emprise, alors on pourrait dire de l'astral,
tant que cet astral sera à l'œuvre, tant qu'il y aura de l'inconscience dans l'humain, il y aura du contrôle par des entités astrales et on sera chapeauté et on ne s'appartiendra pas à nous-mêmes. Donc on réalisera des choses pour le compte, pour le profit de certains êtres ou de certains maîtres invisibles ou plus évolués technologiquement pour certains extraterrestres. Je prends l'exemple de Canon, du mouvement Canon. Parce qu'il y a une guerre en ce moment ouverte, quasiment ouverte, entre le système satanique qui est en train de s'effondrer et le nouveau système luciférien de la fausse lumière, avec les faux sauveurs à la Trump, qui bossent pour des intelligences qui sont technologiquement évoluées, mais le problème c'est que ces intelligences-là ne nous révèlent pas leurs intérêts dans une totale transparence. Et ça, ce n'est plus acceptable. En fait, ce n'est absolument plus acceptable de traiter avec des êtres qui sont plus avancés que nous technologiquement, mais qui nous cachent leurs intérêts. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est fait balader depuis notre origine. Que ce soit le plan astral, il y a des entités qui ont accès à certaines informations, avec lesquelles des humains type médium ou type clairvoyant, télépathe et autres sont rentrés en contact. Ces entités ont délivré des informations, parfois très précieuses, mais en cachant une grosse partie. Donc on s'est fait balader. En ce moment, il y a mon compagnon est en train de regarder une série. Bon, moi j'ai regardé quelques épisodes, mais j'ai décroché parce que ça m'a complètement gavé en fait. Je supporte plus les séries à rallonge, avec des rebondissements de scénario à n'en plus finir, qui nourrissent une complexité, nourrissent quelque chose d'intéressant pour le mental, de curieux, de mystérieux, mais au final, on va où quoi? Au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire bouffer notre énergie, notre temps, à regarder des personnages qui courent après une carotte imaginaire? Enfin bon bref. Cette série, elle s'appelle Dark, et c'est l'histoire de personnages qui voyagent dans le temps pour tenter d'éviter une apocalypse. Donc ils voyagent dans différentes dimensions, dans différents mondes. Ils rencontrent des moi, enfin des soi de leur passé ou de leur futur. Ils écoutent et suivent à la lettre ce que leurs soi du futur leur disent de faire, aveuglément. Et ils réalisent au bout de la saison 3, donc ça met vraiment beaucoup de temps, c'est long, que en fait leurs soi du futur sont en train de leur mentir, les promènent en bateau, que leurs soi du futur ont été pervertis par une sorte d'intelligence noire et que en fait ils complotent pour que cet apocalypse ait lieu et pour que cette antimatière soit répandue et pour qu'il y ait une sorte de destruction totale. Enfin, bon bref, c'est un peu ça le scénario. Et moi j'ai arrêté cette série, parce que on voit encore une fois des personnages qui se font balader, qui écoutent des êtres, tout simplement parce qu'ils sont impressionnants, parce qu'ils apparaissent de nulle part, ils sortent d'entre les morts, ils sortent d'entre les dimensions du temps, de l'espace, et ils leur disent « faites ceci, faites cela ». Alors les mecs qui sont là, qui ont jamais vu ça, leur soi du présent, ah ouais, ah ça doit être, ah oui c'est ce qu'il faut faire parce que cet être est évolué, cette personne a de l'autorité, cette personne a l'air de savoir ce qu'elle veut, donc je vais la suivre parce que moi, je suis perdue, moi je sais pas ce que je veux. Et ça, mais ça me gave, ça me gave. On est encore à cet âge où on croit qu'on doit écouter un tel parce qu'un tel est sûr de lui et c'est ce qu'il dit, a des informations que nous on n'a pas, donc on doit le suivre. Mais non, que dalle. Si on est là, ici, maintenant, présentement, c'est juste pour faire émerger notre conscience de nous-mêmes. C'est ce qu'on est venu chercher, c'est ce qu'on est venu créer. On est arrivé dans ce monde cassé, détruit, coupé de notre origine, sans savoir pourquoi on est là. On a porté un fardeau. Ce fardeau, c'est le péché originel. C'est ça ce que ça signifie. Le péché originel, c'est ce fardeau, cette blessure de culpabilité
qu'on a en nous, dont on ne sait pas d'où elle vient, qui est en fait le programme subtil qui permet de nous gouverner, de nous diriger, de nous manipuler à souhait et de faire que nous soyons des esclaves au service de maîtres qui utilisent cette blessure, c'est-à-dire qui appuient sur cette blessure pour justifier un petit peu tout ce qu'ils veulent faire. C'est par cette blessure du péché originel qu'on a été conditionné en tant qu'esclaves pour servir nos maîtres, pour servir les intérêts d'intelligence qui ne sont pas au service de nos intérêts. Parce que nous n'avons pas d'intérêt. En fait, nous n'avons aucun intérêt. Les intelligences qui nous gouvernent ont leurs propres intérêts. Si vous écoutez les entretiens de Michel Reeves, il parle, parce que lui il a accès à ces informations, à ces maîtres, bon lui il parle d'extraterrestres. C'est un sujet que je ne peux pas trop aborder parce que je ne le maîtrise pas et j'ai pas accès à ça. Mais il y a des êtres technologiquement évolués qui ont leurs propres intérêts à traiter avec la Terre, à traiter avec les humains et à interférer avec nos dirigeants pour leurs propres intérêts. Et nous, on suit aveuglément nos maîtres parce qu'on veut bien faire, parce qu'on se sent coupable de ne pas savoir d'où on vient. Enfin, c'est complètement absurde. Nous n'avons aucun intérêt. En fait, au fond de nous, bon, on dit on travaille pour gagner de l'argent, mais on travaille en fait pour pas remettre les choses en question, pour avoir notre argent, pour faire notre petite vie, avoir notre petit train-train. Et quand on souffre trop, on se fait une petite soirée entre amis, un petit concert, un petit resto, puis ça va mieux, on a notre dose et on est reparti. Et on se dit, au petit bonheur la chance, demain est un autre jour, ça ira mieux. Et on se fait balader comme ça toute notre vie. Des fois on souffre, on se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, alors on veut rebondir, comme les coachs ils disent. Allez, il faut rebondir dans la vie, ça veut dire quoi? Rebondir, ça veut dire se réhypnotiser, se remettre sous la cloche. Et notre âme, elle souffre. Elle souffre de... En fait, elle souffre pas de ne pas être écoutée. Enfin, si, elle souffre de ne pas être écoutée. Mais elle souffre surtout de ne pas avoir de direction, de ne pas avoir de sens. L'individu souffre de l'absurdité de son existence, le non-sens de son existence. On aurait tous envie de voir le monde s'améliorer, les gens prendre conscience de la manipulation, voir une humanité consciente émerger. Enfin, on aimerait beaucoup de choses. Mais en fait, à partir du moment où on espère, ou bien on croit qu'on a une mission, qu'on doit œuvrer pour quelque chose de meilleur, ou pour faire, pour produire quelque chose, ou pour, je prends l'exemple des écologistes par exemple, ou de ceux qui sont engagés pour le climat, enfin, ou ceux qui sont pour la défense des animaux. On ne se rend pas compte que c'est dans cette possession vis-à-vis de l'investissement d'une mission, pas très français ce que je dis, mais le fait de se sentir habité d'une mission, ou le fait même d'être habité d'une ambition, ou bien même le fait même de croire qu'on œuvre pour le bien, c'est dans ces aspects-là de la croyance que la manipulation même se produit. Il n'y a absolument rien à espérer pour ce monde. C'est très très dur à supporter en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal à supporter le fait que il n'y a rien à améliorer dans ce monde, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à vouloir faire advenir. On voudrait que la vérité éclate au grand jour, que la manipulation éclate au grand jour, mais en soi, il faut s'y résigner, c'est impossible. Ce monde est même régi par le principe du mensonge et de la vérité. Il est régi par le principe duel. On ne peut rien changer à ce monde.
Il n'y a rien à changer à ce monde. Là où c'est délicat, c'est quand on se rend compte qu'il n'y a rien à changer, mais que soi-même, on ne peut pas se résigner, ou on ne peut pas se laisser aller à une certaine fatalité, ou bien on ne peut pas se laisser aller à des pensées suicidaires, du type, bon, bah, après tout, puisqu'il n'y a rien à faire, bah, autant se flinguer. Parce que l'état dans lequel on se mettrait, ou on serait, si on voulait se suicider, c'est pas du tout un bon état. C'est un état qui ne nous permettrait pas de sortir de ce monde, puisque, on va dire, l'état vibratoire dans lequel une personne qui se suicide est, ne lui permet pas de sortir. Ça va la réenfermer. Donc, comment trouver une voie de sortie, déjà en abandonnant, comment dire, c'est dur à expliquer, en abandonnant son implication, son imprégnation, son implication dans ce monde. Mais en réalisant le seul et unique travail vraiment concret qu'il y a dans ce monde, c'est l'émergence de notre conscience, et c'est chaque jour, ça c'est quelque chose qui me revient souvent en ce moment, d'envoyer un signal. D'envoyer le signal de notre désir le plus fort de voir émerger notre conscience. Imaginons qu'il y ait imaginons des êtres très évolués technologiquement ou autres, et évolués sur certains plans, qui observeraient l'humanité. Tout en sachant que, à partir d'un certain nombre, l'humanité devient incontrôlable pour l'héberger. Et que pour gérer le troupeau humain, il faut des religions, il faut des États, ou bien un gouvernement mondial, ou bien quelque chose, une pensée commune, un inconscient collectif, quelque chose qui englobe la conscience. Imaginez que ces êtres observent l'humain. Si ils ne font que constater le fait que l'humain acquiesce, l'humain se laisse faire, l'humain se laisse tondre, l'humain continue sa petite vie, tranquille, pépère, sans se poser de questions. Ça veut dire que l'humain valide ce qu'on lui fait. Ça veut dire qu'il est consentant indirectement, mais qu'il est consentant. Et si en plus de ça, il ne manifeste aucun intérêt pour devenir conscient, pour se conscientiser, alors on peut imaginer que ces êtres n'auront absolument aucun remords à nous exterminer. Et on peut imaginer que des êtres qui seraient vraiment évolués, ça veut dire dont le seul intérêt serait non pas leur intérêt propre, mais l'intérêt de l'évolution, l'intérêt de la conscience, l'intérêt de l'intelligence. Certains disent l'intérêt de la lumière. Bon, la lumière, c'est un mot qui est un peu dangereux. Imaginons des êtres dont le seul intérêt, ce serait l'évolution même. Ces êtres-là ne pourraient pas intervenir. Parce que s'ils intervenaient pour permettre à l'humain de faire émerger sa conscience, alors la conscience de l'humain ne lui appartiendrait pas, ne serait pas la sienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider une personne à devenir conscience. Puisque la conscience est un phénomène qui émerge de l'intérieur. Il n'y a que nous-mêmes, individuellement, qui pouvons faire émerger notre conscience, sans l'aide absolument de personne. Donc, quand je dis envoyer le signal de notre volonté de faire émerger notre conscience, ça veut dire, quand je dis signal, ça veut dire que ce désir, ce souhait de voir émerger notre conscience individuelle, c'est quelque chose, ce souhait, ce désir est quelque chose, est une vibration, est une onde qui existe, même si c'est invisible, même si ça paraît immatériel. Passer le stade où on réalise qu'on ne peut plus s'identifier à aucun
à aucune mission, à aucun projet, qu'on ne peut suivre absolument aucun gourou, que on ne peut plus continuer à s'hypnotiser, à courir après des fausses carottes. Que reste-t-il? Quel seul et unique intérêt nous reste-t-il, si ce n'est récupérer, arracher notre conscience? Récupérer notre conscience et chaque jour la voir croître, la voir se développer. La conscience, c'est à chaque instant savoir qu'on sait, savoir qu'on est. Sans le réfléchir, bien sûr. La réflexion n'est pas encore la conscience. Mais passer par la réflexion, c'est une étape nécessaire. On a besoin de se poser des questions, de se dire « Qu'est-ce que je fais là? J'aimerais être consciente. J'ai besoin d'être consciente. » On réfléchit, on pense. Jusqu'à ce que, à force de tourner autour du pot, à force de réfléchir, on arrive au centre de la spirale, au centre, au trou dans le trou. Et là, le phénomène se produit. L'individu ne fait plus qu'un avec son double ou avec son reflet, avec sa réflexion. La réflexion, c'est l'autre, le reflet, le double. Il ne fait plus qu'un avec lui, il devient un. Et là, il est conscient. Il n'a pas besoin de se dire « je suis conscient », il ne le réfléchit pas, il est. Et là, il y a l'émergence de l'individu, de l'individualité. Et c'est ce que nous sommes venus créer, c'est ce que nous sommes venus faire. Ce travail, il est intérieur, il est invisible. C'est un long processus, une longue transformation. Parce que quand on arrive dans ce monde, on est cassé, on est morcelé, on est fracturé, on est imprégné de cette blessure de culpabilité. Alors on compense. Et on continue comme ça à valider cette non-existence. Parce que une personne qui prend du plaisir à aller se divertir et qui va se coucher en mode « oh, c'est cool la vie, demain sera un autre jour », il valide cette non-existence. Il dit inconsciemment aux maîtres, aux geôliers qui ont encore en charge la gestion de l'humanité, parce que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, donc nous avons des maîtres. Nous envoyons comme signal indirectement à nos maîtres, continuez de nous prendre en charge, parce que nous, on ne peut pas se prendre en charge. On ne peut pas, on n'a pas envie, on n'est pas disposé à se prendre en charge. Et des intelligences vraiment évoluées avec lesquelles on pourrait rentrer en contact d'égal à égal avec des êtres transparents qui n'auraient pas d'intention dissimulée, d'intérêt dissimulé. D'entrer en contact avec des êtres vraiment évolués ne nous est pas permis pour le moment, puisque nous ne voulons pas nous prendre en charge, nous ne voulons pas nous responsabiliser. Nous préférons l'inconscience, nous préférons l'aveuglement, nous préférons la projection de cet écran devant les yeux, de cette fumée, de cette pièce de théâtre. Nous préférons cette pièce de théâtre à notre conscience. Mais de quoi est-ce qu'on a encore peur? Est-ce qu'on est vraiment satisfait de cette non-existence? Est-ce qu'on arrive vraiment à prendre du plaisir? Est-ce que c'est satisfaisant le plaisir qu'on arrive à récupérer comme des mendiants? C'est satisfaisant? Est-ce que cette vie nous satisfait? Quelle personne est encore satisfaite de cette non-existence, sérieusement? Mais c'est pas acceptable qu'on soit encore comme des niaiseux à se satisfaire ou à trouver des consolations, des récompenses, des compensations.
je vais parler un petit peu de Planète Nibiru, Planète X, parce que c'est un sujet d'actualité. Et j'ai été un petit peu obsédée par ce sujet dans les années précédentes. Et un jour, mon copain, il m'a dit cette planète n'existe pas. C'est un fantôme. C'est un fantôme de planète. Ce qui existe, c'est la trace, la mémoire de cette planète. Elle a été atomisée. En fait, c'est pas qu'une planète. Nibiru, Hercobulus, c'est tout un système. Donc il y a plusieurs planètes. Mais tout ce système a explosé. Il a été détruit. Et il reste une mémoire. Et l'ombre a besoin du... Non, l'ombre utilise cette mémoire, cette sorte d'antimatière, de masse noire, pour concentrer des pensées, concentrer les pensées de certains des humains sur cette masse, pour créer une énergie et utiliser cette énergie à leur profit. J'ai une crampe. Aïe. Oh la vache! Je suis restée trop longtemps sans bouger. Donc, Hercobulus, Planète X, Nibiru, c'est de la merde. C'est encore un faux sujet, c'est encore quelque chose un peu comme le virus qui a pour objectif de centrer notre attention sur un élément pour utiliser l'énergie de l'attention que nous allons concentrer sur cette chose pour que cette énergie soit utilisée par l'ombre pour la réalisation de leur plan. Donc, quand on entend parler de Nibiru et de Planète X, le plus important, c'est de se recentrer. C'est d'en avoir rien à foutre. Parce que dans tous les cas, si quelque chose, une sorte de masse de mémoire, de système, entre en résonance avec notre système, et si toutes les pensées ont été concentrées sur cette antimatière, il va y avoir un égrégore puissant qui pourra être utilisé par l'ombre contre nous. Et le plus important, pour nous-mêmes, c'est de centrer notre attention uniquement sur nous-mêmes, c'est-à-dire notre conscience. Toute l'attention, toute l'énergie, nous devons la diriger sur notre conscience. C'est très très bizarre. C'est pas très parlant de dire ça comme ça. Mais toute l'attention que l'on met à l'extérieur, ou que l'on met à l'extérieur pour nourrir des sujets, des centres d'intérêt, que ce soit ésotérique ou d'actualité ou autre, c'est autant d'énergie qu'on dépense et qu'on n'utilise pas pour notre propre conscience. Et ce serait passer à côté de quelque chose. Parce qu'on peut chercher, on peut entrer dans la complexité, on peut entrer dans les recherches, on peut analyser telle chose pendant très longtemps. Ah, ça. Ah non. Et comme ça, passer, en fait, à côté de sa vie. Ou tout du moins à côté de l'essentiel. Et finalement se perdre. Ou devoir... Ouais, se perdre en fait. Se perdre de l'essentiel. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont divisés, il y en a qui sont persuadés que Nibiru va revenir, ça va être l'apocalypse avec Nibiru, d'autres qu'il va y avoir une deuxième vague, d'autres que les aliens ils vont arriver, ceci, cela, mais on ne se rend pas compte à quel point on est manipulé. C'est-à-dire que tous ces centres d'intérêt, toutes ces focalisations à l'extérieur de nous, on va se persuader de quelque chose, on va nourrir une croyance, on va nourrir une forme, et cette forme, c'est justement ça qui nous contrôle, ces formes nous contrôlent. La forme Nibiru nous contrôle, la forme alien nous contrôle. Moi, c'est pour ça que j'avais supprimé toutes mes vidéos précédentes où je parlais de virus, de microzima, parce qu'en soi, même les microzima nous contrôlent.
La croyance la croyance en elle-même, peu importe ce qu'elle est, c'est ça qui nous contrôle. C'est ça qu'on crée des formes. Et ces formes, on est contrôlé par des formes. Parce que notre conscience s'est agglutinée sur un objet. Et à partir de là, on est enfermé. Parce que notre conscience a été enfermée, a été prisonnière d'une forme. Et la conscience, si on veut être conscient, on ne peut pas être prisonnier de forme. On ne peut pas être prisonnier de croyances. Ça détruit la conscience. Les formes, les croyances, les identifications, les missions, les projets, les buts, ça l'emprisonne, ça la fragmente, ça l'empêche de vibrer. Et encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui parlent de la vibration, et ça devient encore une croyance. Alors, on entend, tiens, qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue supramental, d'un point de vue de ta vibration sur tel événement? D'accord, alors on a juste utilisé des nouveaux mots, plus à la mode, qui font plus humain 2.0 évoluer, supraconscience, vibration, ça fait évoluer. Mais on a gardé la même approche, c'est-à-dire la croyance. Que penses-tu de ça? Que penses-tu de ça? Est-ce que tu peux me donner ton avis sur tel événement? Mais il n'y a aucun avis, il n'y a rien à voir, à écouter ou à entendre ou à croire sur aucun événement. Parce que rien n'est réel. Rien n'est réel. Et tout ce à quoi on donnera de l'intention, de l'énergie, qu'on voudra croire comme étant réel, on le rendra réel. Et c'est comme ça qu'on a été géré au niveau collectif. On nous a fait créer de la réalité en utilisant notre capacité à matérialiser par le biais de la pensée les formes. Parce que nous avons dirigé notre regard à l'extérieur. Donc, des maîtres invisibles ont fait en sorte que notre attention soit dirigée sur telle forme qu'ils ont choisie, telle croyance. Et ainsi, nous avons créé cette matrice, nous l'avons tous co-créé cette matrice. Nous l'avons co-créée inconsciemment. Alors, je ne vais pas dire nous sommes responsables parce que là j'amplifierai la culpabilité de base. C'est pas le but. Il n'y a pas de culpabilité. Ça fait partie du jeu. Quand vous êtes totalement inconscient, moi j'ai pas de, il y a des techniciens qui sont en train d'installer la fibre et qui vont, ces mêmes personnes qui vont venir installer la 5G un jour ici dans ce petit village. Mais je leur en veux pas. Parce qu'ils sont inconscients, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Donc, en soi, on n'est pas coupable d'avoir co-créé cette matrice sans savoir qu'on était en train de la co-créer parce qu'on savait pas et qu'on avait besoin. On s'est créé notre propre piège, notre propre prison, pour pouvoir ensuite s'en libérer par le biais de l'émergence de notre conscience. La culpabilité ne sert à rien. La culpabilité, c'est un sentiment qui empêche la conscience. D'ailleurs, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, est contraire de nature à la conscience. C'est ça qui est très étrange. C'est qu'en fait, on est imprégné de pensées, d'émotions, de ressentis, de croyances, de conditionnements, de formes qui sont antinomiques, antinature de la conscience. Et nous, on veut faire émerger une conscience dans un terrain, dans un terreau qui ne lui est juste pas du tout propice, qui lui est totalement contraire. Comme si on voulait faire pousser un baobab en plein milieu de l'océan. Mais c'est impossible, il faut de la terre, une certaine terre. Et nous, on doit faire émerger ça, le baobab au milieu de l'océan. Sans l'aide de personne, et avec le discernement de savoir qu'on doit écouter les conseils de personne, parce que tous les conseils qu'on pourra écouter viendront forcément d'êtres, d'intelligence, d'individus qui ont des intérêts, qui leur sont propres, mais qui ne sont pas les nôtres. Mais on aura envie de les écouter, on aura envie de suivre leurs conseils, mais non, que dalle. Aucun conseil à écouter de personne. Et là, moi, je me parle à moi-même, parce que si je crois que je parle aux autres, alors je serai en train de donner des conseils.
Donc je me parle à moi-même. Et j'envoie ce signal, je m'envoie ce signal. J'envoie ce signal pour qu'il me revienne. Le signal de la conscience, de l'émergence de cette conscience.